Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors avant de démarrer cet audio, euh, vu qu'on m'a conseillé de le faire, j'encourage tous les gens qui me suivent depuis un petit moment ou depuis longtemps, pour certains, bon, enfin ça dépend des gens, de vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, juste en bas, vous cliquez sur abonner pour ceux qui ont des chaînes, bien entendu. Cliquez sur la cloche, comme ça vous serez prévenu de mes nouvelles, de mes nouvelles publications. Et je fais ça aussi pour que, bon, que la chaîne tourne un peu plus, parce on m'a souvent reproché le fait que, bon, que c'est un peu dommage que mes vidéos soient pas assez entendues ou vues. Bon, donc j'en tiens compte, ben, je remercie. Ben, maintenant, j'encourage tous les gens qui m'écoutent, qui me suivent, ben, à vous abonner et à partager ma chaîne. Bon, alors aujourd'hui, le sujet que je vais développer, bon, je pense que vous avez pu le voir dans le titre. Je vais développer sur cette arrogance et cette condescendance à la française, ou plus largement à l'occidentale. Comme à mon habitude, je me base toujours d'un point de vue traditionnel. Ce sera pas un exposé exhaustif ou bien riche. Bon, je vais parler de manière assez synthétique. Je vais essayer de pas être trop long et essayer à mon niveau d'expliquer d'où vient cette arrogance, cette condescendance envers les peuples, euh, on va dire considérés inférieurs est considéré pour certains comme sauvage, hein, comme primitif, sauvage. Bon, je vais y revenir. Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré? Dernièrement, je pense comme pour beaucoup, vous êtes tombé, vous avez dû voir l'information concernant les tests euh, contre le Covid-19 sur les peuples africains. Enfin, du moins, ils ont ça comme projet. Donc ça m'a inspiré. Et puis aussi, il y a eu la diffusion d'un hommage en Chine, un hommage fait pour les victimes mortes du coronavirus. Et puis il y a eu un journaliste qui pensait être hors antenne. Malheureusement pour lui, son micro était branché. Et puis il a sorti sa petite blague en disant oui, bon, ils enterrent des Pokémon. Bon, apparemment, ce journaliste en question se serait excusé. Mais bon, j'ai envie de dire, bon, on s'en fiche un peu, hein, le mal est fait. Et ceci témoigne de quelque chose de très 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 profond, parce qu'on ne dit pas les choses comme ça, hein, et aussi facile et aussi de manière aussi décontractée. Alors pour ceux qui m'écoutent depuis un moment maintenant, vous savez très bien que bon, moi je n'ai pas l'habitude d'avoir un discours de victimisation. D'ailleurs j'ai toujours été contre, hein, ceux qui passent leur temps à pleurnicher, et à lever le poing et à demander et à quémander plutôt de l'amour ou je ne sais quoi. Mais je pense qu'il est quand même important, hein, de pointer du doigt et de cibler cette arrogance qui est pour moi, ben, là pour le coup, qui est une arrogance que je qualifierais d'occidentale à l'occidentale. Vous voyez, ce genre de mépris facile et insupportable. Alors encore une fois, sans tomber bien entendu dans des amalgames grossiers en prétendant que tout blanc occidental, parce on associe très facilement l'Occident à, au blanc, hein, bien que nous sommes tous occidentaux, hein, maintenant c'est un fait. Donc pas tomber dans cet amalgame grossier, mais il est important quand même de dénoncer cette manière de penser qui encrase beaucoup d'esprits, hein, d'ailleurs consciemment ou inconsciemment, même pour certains. Ce sentiment de supériorité qu'habitent beaucoup de personnes ici, on sent qu'il y a une sorte de gros mépris, vous voyez, latent, qui gangrène toute cette sphère occidentale et qui malheureusement des fois se manifeste, comme on a pu le voir, la petite blague là sur les Pokémon et qui se manifeste par moments sous d'autres formes, sous la forme, en plus je trouve la plus insultante, la plus méprisante, c'est-à-dire sur une forme de naïveté, hein. C'est-à-dire, on va faire des tests sur les Africains, mais de manière, je sais pas, décontractée avec un petit jus de pomme à côté. Ça prouve que, je veux dire par là, lorsqu'on arrive à ce niveau hein, de mépris et de violence inconsciente, c'est que vraiment que la tumeur est bien profonde. Je tiens à préciser aussi, pour le peuple blanc même qui m'écoute, de ne pas non plus tomber dans le masochisme, c'est-à-dire aussi dans se faire souffrance soi-même, dans la haine de soi.
Ce n'est vraiment pas là qu'il faut aller, hein. Justement, ça joue le jeu aussi de nos élites, de notre contre-élite mondialiste, qui a pour but, je le rappelle, d'aliéner toute la population mondiale, hein, de déraciner tout individu, d'enlever tout aspect qualitatif, même à la race, même il est même dangereux de parler de race aujourd'hui. Donc, il ne faut pas tomber non plus dans le refus de soi. Et encore une fois, je parle bien sûr sans amalgame, hein, bien entendu. Et ne pas tomber non plus dans une sorte de gauchisme, vous voyez. C'est-à-dire, en plus de ça, la haine de soi, surajouter aussi une négrophilie, comme ça, et une niacophilie, je ne sais pas comment on peut parler, quelle expression on doit employer pour les individus issus de l'Asie. Et sachez qu'un individu aussi qui se fuit continuellement, qui ne s'aime pas, mais qui a un amour considérable pour les autres, il y a quelque chose de très malsain, hein. Ça ressemble aussi à un suicide. C'est comme si vous n'existez plus. Chose qui n'a pas lieu d'être, car si chaque race a été existenciée, c'est que chaque race a quelque chose à accomplir, hein, hein, à son niveau, sur ses formes propres, et a quelque chose à apporter à l'humanité. C'est ça la richesse de l'humanité, hein. C'est la pluralité des races, justement, qui, en communiant ensemble, ça ne veut pas dire spécialement en se mélangeant ensemble, c'est un autre sujet, mais en communiant ensemble, en vivant ensemble, en apportant de ce qu'elle a de meilleur en elle pour le bien collectif, hein, qui permet de former l'unicité, qui renvoie à l'unité, qui renvoie à Dieu, tout simplement. Bon, maintenant il va falloir redéfinir ces deux conceptions d'Orient et d'Occident, comme l'entendait René Guénon, qui a parlé d'Orient et d'Occident dans pas mal de ses ouvrages. Il en a même consacré un livre, Orient et Occident. Et René Guénon, je le rappelle, c'est sur lui, donc je m'appuie très très souvent pour développer mes sujets. Alors, lorsqu'on parle d'Orient et d'Occident, on parle plutôt d'une manière de penser ou une manière de vivre plutôt que des lieux géographiques, hein. Parce que généralement, quand on parle d'Occident, on a souvent tendance à affilier ça à l'Europe, à l'identifier à l'Europe par exemple, alors que par exemple les Australiens sont des Occidentaux, hein, c'est un exemple. Et il faut savoir que à l'époque, il y a toujours eu une corrélation et une complémentarité entre l'Orient et l'Occident. Il faut savoir que l'Orient et les civilisations orientales étaient plutôt d'ordre contemplatif et les civilisations occidentales étaient plutôt de l'ordre de l'action. Cela dit, plus nous avançons dans le cycle de l'humanité, plus nous avançons dans le temps, et plus le monde s'occidentalise. Je rappelle que la racine du mot Occident, c'est oxyre, et oxyre veut dire tuer, mourir. Il y a un autre symbolisme qui est assez fort, c'est le symbolisme du soleil, hein, voilà pour le coup là qui renvoie plutôt au côté géographique. On dit que la lumière se lève en Orient et se couche en Occident. Bon, en tout cas, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que plus nous avançons dans le cycle, plus nous avançons dans le temps, et plus le monde est en train d'oxyre. Et nous perdons de vue tout ce qui est d'ordre, on va dire, contemplatif, voire même métaphysique. C'est pour cela d'ailleurs que si une personne veut acquérir ou entrer dans la haute spiritualité en Occident, elle est obligée de passer par des courants ésotériques qui pour le coup a un aspect assez élitiste. Alors qu'en Orient, les civilisations orientales, la spiritualité, là-bas en tout cas, n'est pas scindée en deux comme en Occident où il y a un côté exotérique et ésotérique. Là-bas, les traditions orientales ont toujours été purement métaphysiques. Bon, c'était une petite précision. Et il faut aussi écarter le fait que lorsqu'on parle d'Occident, il ne faut pas voir l'Occident comme l'enfer absolu. Il y a eu un Occident traditionnel, hein. Il y a eu un Occident au Moyen-Âge, il y a eu un Occident traditionnel. Mais si la modernité a pris naissance en Occident, c'est qu'il y a un sens aussi. La modernité qui est une monstruosité et qui est une guerre au spirituel, hein, tout simplement. Car la modernité, par définition, c'est l'anti-tradition. Donc, comme je disais plus haut, le monde s'occidentalise et l'Occident, dégénéré déjà à un certain niveau, ayant coupé le rapport avec l'Orient, s'étant détourné du ciel pour conquérir la terre, et ben ont décidé de conquérir les terres pour le coup, littéralement, en voulant civiliser les civilisations qu'ils considéraient comme inférieures.
car cette civilisation occidentale en question, ayant la puissance matérielle avec elle, a eu la prétention, bien entendu, de se sentir supérieure aux populations qui, pour le coup, matériellement, étaient assez démunies, mais qui, à contrario, spirituellement, étaient très très loin de ces pauvres occidentaux. Donc pour les occidentaux, tout peuple immobile d'une certaine manière qui ne bouge pas tant que ça, parce qu'il n'y a pas de nécessité à bouger lorsqu'on est fixé sur les principes immuables, hein, tout simplement. Donc il y a des civilisations, les civilisations orientales ne trouvaient pas l'utilité, la nécessité de bouger, d'être en mouvement, de changer d'attitude, car étant basé sur les principes, voilà, et justement, une personne qui était continuellement dans l'agitation, dans la dispersion, ça témoignait clairement de sa carence spirituelle, de son état spirituel. Mais pour les Occidentaux, non. Pour eux, c'était voilà, c'était signe de faiblesse, de civilisation très très faible. Et pour eux, la force ne se justifiait uniquement que par le matériel. Il y a eu par la suite la vague d'orientalistes, orientalistes qui sont, ce sont des Occidentaux qui ont étudié sur l'Orient, qui ont écrit sur l'Orient et sur les civilisations orientales. Malheureusement, qui ont écrit, bien entendu, sous le prisme de leur paradigme, sous le prisme de leur vision totalement déformée, de leur paradigme matériel, superficiel, et qui, bien entendu, ont proféré par la suite des tas d'hérésies, notamment sur la doctrine hindoue, en considérant que c'était du polythéisme, hein, considérer aussi les peuples noirs africains comme sauvages, pour la simple et unique raison que ces civilisations ne partageaient pas les mêmes codes, les mêmes mœurs, et donc ils se sont sentis habités d'une mission de vouloir civiliser tous ces peuples de sauvages, de primitifs, et puis voilà. De plus, ajoute à tout ça, en Occident, il y a eu ce qu'on appelle le préjugé classique. Le préjugé classique, c'est d'attribuer aux Grecs et aux Romains l'origine de toute civilisation. Alors, selon les Occidentaux, toute civilisation qui a pu exister a pris naissance, ou du moins pris racine, auprès des civilisations grecques et romaines. Qui veut dire par là que, selon eux, c'est eux qui ont donné le ton, quoi. C'est eux qui ont donné le ton à l'humanité. Alors, pourquoi j'ai développé sur tout ça? C'est tout simplement pour faire comprendre qu'en fait, nous sommes en fin de cycle, en fin de série, hein, dans cet Occident moderne. C'est-à-dire, nous sommes à la fin, c'est-à-dire que nous avons été existenciés à une époque où tout un tas de péripéties ont déjà eu lieu, hein, comme je disais tout à l'heure, le préjugé classique prétend que toute civilisation a pris naissance chez les Grecs et les Romains. En parallèle, vous avez les orientalistes qui ont pondu tout un tas d'hérésies sur les civilisations orientales. Bon, bien sûr, bien entendu, je mets pas tous les orientalistes dans le même sac, hein. Il y en a qui étaient habités de bonnes intentions, hein, très certainement. Nous sommes arrivés à une époque où depuis bien longtemps, l'homme s'est détourné du ciel pour conquérir la terre. Comme je vous l'ai dit, le matériel a pris le dessus sur l'esprit. L'action a pris le dessus sur la contemplation. D'ailleurs, on a perdu de vue même ce qui est que la contemplation, la métaphysique. Ensuite, toutes les idéologies modernes sont apparues, c'est-à-dire l'humanisme, l'individualisme et tout ça, c'est-à-dire l'humanisme de vouloir centrer tout le pouvoir sur l'homme, l'homme dans son sens le plus égotique qui soit. D'ailleurs, mais là, ça, si on mélange ça avec le préjugé classique, hein, où, vous voyez, où il y a les dieux grecs, il y a certaines personnes qui sont tombées dans une sorte de déification, c'est-à-dire ils se sont identifiés aux dieux grecs, hein, faut savoir, il y a des gens qui s'identifient aux dieux grecs. Ils disent que ce sont les descendants de cette civilisation, ils s'identifient aux dieux grecs vu qu'ils voient des hommes blancs bien sculptés et tout, etc. Ça va jusque là. Donc là, en fait, à vrai dire, on est dans une sorte, on vit dans une sorte de cloaque, sorte de mélasse bien hideuse où tout s'entremêle. C'est-à-dire qu'il y a une aliénation profonde, un sentiment de supériorité qui s'explique par rapport à tout ce que j'ai pu vous expliquer, avec des idéologies qui se greffent à tout ça, c'est-à-dire l'humanisme, c'est-à-dire qu'on se prend pour des dieux d'une certaine manière. On a foi qu'au matériel, vu qu'on a des biens, hein, vu que nous avons des biens, nous sommes supérieurs à ceux qui sont démunis, qui sont pas de biens, ceux qui sont pauvres. Nous vivons aussi dans une société laïque, hein, donc parler de Dieu maintenant, une personne qui parle de Dieu, elle est vue comme un illuminé ou je ne sais quoi. Qui fait que, bon bref, aujourd'hui, l'homme, avec un grand H, hein, homme comme femme, occidental,
pour lui, a la toute puissance. Mais c'est inconscient pour certains. Il a la toute puissance parce que l'époque de l'humanisme, donc c'est-à-dire que c'est l'homme a tout pouvoir, il se considère comme un dieu, hein, il est soumis non plus à Dieu, mais soumis à ses propres désirs égotiques, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, et il a des biens, donc comme je disais, bon, ceux qui en ont pas, ben, de fait, ils sont inférieurs à eux. Tu n'as rien, moi j'ai. Hein. Bien entendu, j'ai du matériel, hein, c'est-à-dire rien du tout, hein, c'est de l'éphémère. La modernité aussi nous a pondu une sorte de philosophie profane hein, qui s'est substituée, on va dire, à la véritable sagesse. Hein. Donc on peut tous les Spinoza, les Freud, les Kant, les Descartes, les Leibniz, les consorts, les Nietzsche. Hein. Nietzsche, qui est pour moi l'humaniste absolu, qui parlait du supra-homme, pas dans le sens transcendant, pas dans le sens des états supérieurs à l'être, mais dans le sens homme égotique. Hein. Le supra-homme, quoi. Le super-homme, même, on peut dire. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que c'est en Occident qu'est apparu le nazisme, par exemple. Le nazisme avait une dimension, il défendait l'idée de supériorité, hein, c'est la race aryenne, la race supérieure. Euh, nous avons la force militaire avec nous. En plus, c'était des jusqu'au boutistes, ils sont allés quand même jusqu'au bout de leur délire. Donc en fait, ils avaient purement une mentalité occidentale, hein. Bien sûr, avec un aspect belliqueux, etc. Mais voilà. Mais tout ça n'est que la conséquence, en fait, de tout un tas de péripéties qui s'est passé dans l'histoire et une révolte aussi envers le spirituel, tout simplement. Donc, c'est-à-dire, c'est des gens qui ont divinisé aussi leur humanité et leur race. On revient toujours plus ou moins à la même chose. Et le plus triste, c'est que cette mentalité, on va dire, diffuse, comme ça, un peu inconsciente, euh, arrive à s'infiltrer même dans les courants, on va dire, à prétention vraiment intellectuelle, et des fois qui se revendiquent même de la tradition. Là, j'ai en tête Evola. Evola parlait, Julius Evola. Evola parlait très souvent d'un point de vue traditionnel, même s'il n'était affilié à aucune tradition. Bon, bref, c'est paradoxe, c'est un très très gros grand écart, mais bon, bref. Et dernièrement, je lisais son livre L'arc et la massue, et dedans, il y a un chapitre qui s'appelle L'Amérique négrifiée. Et il explique, bon, il considère clairement la race noire comme une race inférieure, et primitive, etc. Et il explique, grosso modo, que c'est à force que les Américains, les Blancs américains cohabitent avec des Noirs, ils ont fini par se négrifier, ce qui explique leur côté grotesque, leur manière de rire aux éclats en montrant toutes leurs dents, de gesticuler, leur manière nonchalante de marcher, euh, le, leur culture aussi qui s'est clairement négrifiée. Enfin, ils traitent les Américains vraiment de nègres en fait, tout simplement. Que c'est un peuple qui s'est acculturé et qui a épousé complètement la culture nègre. Et on sent, même à travers les écrits, on sent qu'il s'exprime avec véhémence, avec ardeur. Et c'est là qu'on fait la différence directement avec Fridtjof Schuon, par exemple, ou Charles-André Gillis, qui se sont exprimés sur les races. Charles-André Gillis, dans son livre Le Maître de l'Or, il a consacré un chapitre qui s'appelle La race noire. On voit, ça n'a strictement rien à voir. Le simple fait de te rattacher à la tradition, donc de se positionner d'un point de vue traditionnel, même métaphysique aussi, de parler d'un point de vue vraiment le plus élevé et de voir le côté universel de la chose, ça permet d'éviter les erreurs les plus grossières et même de proférer des idées aussi dangereuses que celles d'Evola, par exemple. Comme Charles-André Gillis le disait, prétendre qu'une race est supérieure à une autre, hein, parce que je signale qu'il y a les races sont au nombre de 4, la race noire, la race blanche, la race jaune et la race rouge. C'est un quaternaire, comme les quaternaires des saisons, comme les éléments, etc. Et ben c'est aussi ridicule et débile que de prétendre et que les 4 points cardinaux, c'est aussi ridicule et débile que de dire que je sais pas que le nord est supérieur au sud ou que l'eau est supérieure au feu ou que ça n'a aucun sens. Il y a une complémentarité avec les 4 éléments, les 4 races, les 4 points cardinaux, tout ce qu'on veut. Il y a une complémentarité. Chaque point, on va dire, chaque élément apporte pour le bien collectif ce qu'il a à amener, tout simplement. Mais bien entendu, cette analyse, on peut la faire uniquement si notre horizon spirituel est très large et très élevé. Mais si par contre on se base, je sais pas moi, d'un point de vue matériel, bah, effectivement il y aura des infériorités, des supériorités
flagrante, mais qui ne veut pas dire que dans l'absolu, telle ou telle personne est supérieure à une autre. Et c'est là qu'on comprend, par exemple, que le racisme, dans son sens strict du terme, c'est-à-dire prétendre que sa race est supérieure à une autre, c'est une absurdité infinie, une absurdité sans nom. Car si on fait des comparaisons, par exemple, sur des traits de caractère ou sur des caractéristiques bien propres à chaque race, et qu'on veut les opposer dans des domaines, je sais pas moi, inférieurs, bien évidemment, il y aura des supériorités et des infériorités. Ça n'a absolument aucun sens. Pour faire une petite comparaison, c'est comme si, alors on va comparer avec les 4 âges de l'humanité, c'est comme si un petit jeune garçon va voir une personne âgée, je sais pas moi, son grand-père, il dit Papy, je suis largement plus fort que toi, je te mets un coup de poing et tu tombes par terre. Mais le papy va dire ouais, mais moi je sais faire mes lacets. C'est ce niveau-là, hein. Ou bien c'est comme si les 4 éléments de la Terre se disputeraient, vous avez la Terre qui dit allô, je suis plus fort que toi, mais moi je t'absorbe. L'eau qui dit ouais, mais sans moi, rien ne peut pousser. Ouais, tu vis pas sans moi. T'as le feu qui intervient qui dit ouais, moi je vous brûle tous. Et l'eau qui dit ouais, mais moi je t'éteins. Bon bref, c'est le niveau CP, c'est voilà. En école primaire quoi. Après, cela dit, Evola reste super, super intéressant et pertinent sur certains points, hein, je vais pas vous mentir. Sur la critique du monde moderne, bon, il est largement préférable de lire Guénon, mais bon, il est quand même très, très pertinent et très intéressant sur certains points. La métaphysique du sexe aussi, bon, c'est très intéressant. Et même sur son chapitre Amérique négrifiée, même si, oui, je suis noir, bien évidemment, ça veut pas dire qu'il a dit n'importe quoi non plus. Mais il faut l'interpréter, je pense, d'une autre manière. Et prendre en considération qu'aujourd'hui, bah, maintenant, nous vivons sous l'ère moderne, avec les principes des codes modernes. Les peuples sont tous aliénés, que ce soit tous les peuples de toute race est aliéné. L'aliénation, la première aliénation encore, c'est le rapport avec Dieu, qui fait que là, effectivement, ce sont des caractéristiques les plus viles de chaque race qui vont se manifester. Et étant donné que la race noire, on va dire, est la plus, on va dire, en décalage avec les codes modernes, et ben cela crée un décalage énorme. Et la seule unité de mesure, si je peux m'exprimer ainsi, qui permet de juger si telle ou telle personne est supérieure à une autre, c'est le spirituel. Une personne qui a un état spirituel au-dessus du vôtre, eh bien, est une personne supérieure à vous d'un point de vue absolu. Mais une personne qui se situe tout en bas de l'échelle sociale, mettons, n'est pas, enfin du moins ne permet pas de déterminer si cette personne-là est inférieure ou supérieure à la personne qui se trouve par exemple dans l'hyperclasse, tout en haut. Bien que cette hyperclasse en question bah, a tendance des fois à se prendre pour Dieu, hein. Ils ont tendance à s'oublier, mais bon, ça renvoie à tout ce que j'ai pu développer précédemment dans l'audio. Pour ma part, je trouve que cette condescendance occidentale, consciente ou inconsciente, hein, comme on veut, a su s'infiltrer, pardon, dans toutes les sphères de notre société. C'est-à-dire, bon, et bien sûr politique, voie culturelle, sportive, intellectuelle, voire même spirituelle. Je sais qu'il y a des cathos tradis, par exemple, guénoniens, hein, c'est un terme que je n'aime pas, qui ont du mal à se faire l'idée que, bon, que René Guénon a fini dans l'islam. Parce qu'inconsciemment, certains, je parle pas pour nous tout le monde, certains, ben, ils vont taxer René Guénon de baboucholâtre, hein, comme certaines personnes. Genre, peut-être il serait amoureux des Arabes, parce qu'il y en a qui s'arrêtent à ça, hein. Il y en a qui font des conclusions comme ça, des conclusions hâtives, débiles de la sorte, mais certaines personnes peuvent croire que je caricature, que je grossis. Non, non, sincèrement, il y a des personnes qui pensent que par exemple, l'islam, c'est la religion des bougnoules, tout simplement. Et que René Guénon, en tant qu'occidental, il n'a pas à finir là-dedans, hein. Dans le cinéma, c'est pareil, hein. Bon, le cinéma. Là, je parle que d'Hollywood, parce qu'il y a plusieurs cinémas, bien entendu, mais Hollywood, bah, c'est clairement ça. On voit clairement que c'est l'Occident ou l'extrême Occident, parce que les États-Unis sont considérés comme l'extrême Occident, mais que le reste sont des sous-hommes, plus ou moins. Moi, j'ai grandi avec Indiana Jones, bon, une super saga, mais bon, c'est clairement ça, hein. Le sport, c'est pareil, bon, bref. Bon, pour conclure cet audio, eh ben, je vais parler de la France d'aujourd'hui. Bon, la France d'aujourd'hui qui n'est plus trop France, hein, faut bien admettre, c'est triste, mais c'est comme ça. Une France totalement mondialisée, hein, on peut pas parler de souveraineté, ça c'est clair. Donc c'est une France totalement acculturée. Il y a qu'à voir là pendant cette crise, là, pendant le coronavirus, là, le Covid-19, on voit, bon, sans parler de l'incompétence de nos dirigeants, on va pas parler de ça, mais on voit une France qui est
qui est dépendante d'autres nations, qui a besoin de la Chine pour se procurer des masques. On a affaire à un pays qui peut pas s'auto-gérer. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Mais bon. Et cette mondialisation en question, par contre, ce mondialisme, pour parler plus précisément, pour être plus précis, euh, c'est clair qu'il se fait sentir depuis un bon moment, mais j'ai remarqué que le peuple français a réagi, une certaine partie de la population a réagi uniquement lorsqu'il y a eu cette politique immigrationniste de faire revenir euh, la grande vague de migrants, des gens venus du Sud, très souvent des Érythréens, d'Afrique noire, hein, tout simplement, un peu partout hein, d'Afrique noire. Ça a causé véritablement problème, un vrai problème, à juste titre, hein, parce que c'est un vrai problème. Mais la France est remplacée depuis bien longtemps et ça les a pas choqués plus que ça. Parce que c'est encore une fois cette condescendance, cette arrogance inconsciente envers les peuples du Sud, tout simplement. Je veux dire, par là, la France est américanisée depuis bien longtemps, depuis le plan Marshall. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des McDo partout, Coca-Cola, Nike. Vous avez, la télé, c'est Hollywood. Bon, c'est l'Amérique, la télé, c'est l'Amérique. Je ne sais même pas si aujourd'hui on bouffe français véritablement ou si on s'habille français. En tout cas, la France du béret, du pain, du vin et du boursin, bon, on n'est plus trop là. Hein. La France fille aînée de l'Église, remplacée par la franc-maçonnerie, clairement. Hein. On est sous obédience maçonnique. Bon, tout ceci n'a pas trop dérangé les gens, j'ai l'impression. Ils vivaient plutôt bien. Ça ne leur dérangeait pas ce remplacement. Mais le remplacement, on va dire, des gens du Sud, ça cause véritablement problème. Ça ne veut pas dire que je la cautionne aussi. Hein. Je cautionne pas non plus ce projet immigrationniste, hein. Non, pas du tout. Mais hein, on va admettre quand même faut admettre quand même que c'est assez bizarre, hein, assez suspect, que l'on parle de grands remplacements uniquement qu'aujourd'hui. Concernant le rapport maintenant avec les Chinois, et même plus largement la civilisation, on va dire, asiatique, jaune, euh, depuis le début de la crise, moi je sentais déjà comment dire, ce mépris envers ce peuple. Envers le peuple chinois, hein, j'entends. Je sentais vraiment ce mépris. Je sais pas, il y avait ils parlaient avec un ton assez méprisant, les journalistes et tout, lorsqu'on parlait du Covid, du coronavirus. Bon, c'est vrai que j'ai vu des vidéos sur les marchés chinois. Bon, j'avoue, c'est quand vous voyez ça, vous saignez du nez. Mais je veux dire, ça ne justifie pas non plus un mépris envers ces peuples-là, quoi. On est personne, quoi. Je veux dire, faut se calmer. Mais il y a quand même, faut le dire, une crainte envers ces gens-là. C'est-à-dire qu'il y a une crainte. La Chine, c'est pas un petit pays. Hein, je sais pas, ça fait combien de fois la France. C'est une très grande puissance. C'est-à-dire que, au moins, les Chinois, ils ont su adapter leur mode de vie au code moderne d'aujourd'hui. Bon, ce qui serait triste, c'est qu'ils délaissent par contre leur tradition. Alors ça, je ne sais pas, je me suis pas trop assez intéressé sur la question. En tout cas, ils ont réussi à conjuguer avec les codes modernes. Et aujourd'hui, il n'y a qu'à remarquer, bah, c'est une très grande puissance, quoi. Ce n'est pas trop des rigolos. Mais lorsque je vois la France, du moins les Français, mépriser les Chinois, je signale que les Chinois, par exemple, ils ont monté un hôpital en 10 jours. Hein. C'est un exemple parmi tant d'autres qui permet de vous dire que c'est un peuple très fort, c'est un peuple de travailleurs, c'est des gens debout, qui, euh, qui savent s'auto-gérer, c'est un pays qui se gère lui-même, il n'y a aucun problème. Contrairement à la France qui aujourd'hui, force est de constater, ressemble plus ou moins à un pays du tiers-monde. Là. Il n'y a qu'à regarder les états des hôpitaux, il y a très peu de moyens, mais c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Donc on entend ce journaliste de BFM qui parle de Pokémon. Bah, les Pokémon savent gérer leur population. Crois-moi que beaucoup de Français aujourd'hui auraient bien aimé être des Pikachu, des Bulbizarre ou des Salamèche, crois-moi bien. Et concernant les tests anti-Covid-19 sur le peuple africain, le peuple africain et plus largement le peuple noir, euh, dans l'ère moderne, a toujours été vu comme une sorte de réservoir humain hein, où on peut faire nos expériences. Hein. Et je dis ça, c'est pas pour faire dans le sensationnel ou c'est une vérité, c'est clairement une vérité. Mais ce qui est triste et dommageable, c'est que beaucoup d'entre nous bah, cautionnent quoi. Cautionnent et se plient aux injonctions du grand maître blanc.
Il a substitué Dieu, le Tout-Puissant, par l'homme blanc. Et ça, c'est une vérité, clairement, que Fanon développe sur d'autres termes dans son livre Peau noire et masque blanc. J'ai vu qu'en RDC, le docteur Mouyembe a donné son accord. Il a dit, je cite, « Nous sommes candidats pour faire des essais ici chez nous. » Bon voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est révoltant de voir d'un côté ces Occidentaux se permettre de faire des tests comme ça, le plus normalement du monde, sur des gens qu'ils considèrent comme sous-hommes consciemment ou inconsciemment, et de voir mes frères noirs, comment dire, donner du crédit à ces bourreaux. C'est vraiment hallucinant. C'est vrai qu'il y a toujours eu un rapport, je trouve, noir-blanc assez malsain. Toujours. Et il y a, il faut le dire, ce côté de pouvoir profiter, faut employer le mot, de la crédulité de certains noirs pour pouvoir profiter de ces derniers, tout simplement. Il faut voir aussi ce qui se passe aux Antilles. En Guadeloupe, Martinique, etc. Il y a le chlordécone qui empoisonne qui pollue toutes les terres. Les Antilles sont les champions du monde du cancer de la prostate. Macron qui dit que c'est pas cancérigène alors que c'est prouvé par tous les plus grands scientifiques et docteurs, tout ce qu'on veut, que c'est cancérigène, vraiment. Mais non, il y a aucun problème, quoi, tout va bien. On fait part de certains propos, de certains blancs qui disent oui, les îles sont une trop belle île pour les laisser assez nègres, genre assez sous-hommes, là, qui ne savent que, je sais pas moi, zouker et à gesticuler dans tous les sens. C'est ultra énervant. Et c'est encore 2 fois plus énervant lorsque vous voyez que, malheureusement, beaucoup d'entre nous donnent du crédit à ces vermines, à ces énergumènes. Il y a malheureusement encore ce rapport de dominant et de dominé, le maître à esclave tout simplement, ou de colon et de colonisé, et qui est plus qu'évident pour moi. Donc concernant ce rapport noir-blanc, la réaction doit venir du côté des Noirs, tout simplement. Et la plus grande faiblesse du peuple noir, c'est tout simplement cette aliénation, et en plus de ça, être anthropologiquement totalement aux antipodes de ce que les codes modernes requièrent. Car je rappelle, le peuple noir n'est pas plus sauvage que les autres peuples, car l'aliénation est synonyme de sauvagerie. Donc, une personne qui est coupée du spirituel est sauvage. Mais étant donné que nous évoluons dans un monde qui est codifié par les principes modernes, les principes modernes en plus, modernité qui a pris naissance dans la sphère blanche occidentale, la sauvagerie noire qui a un rapport avec le corps, encore une fois, qui a cet aspect de corps, de mouvement et de force physique, va plus se faire sentir que la sauvagerie blanche, tout simplement parce que la sauvagerie blanche épouse les codes modernes. Donc on aura plus de facilité à trouver le noir aliéné comme sauvage plutôt que le blanc aliéné. Le nazi n'a jamais été traité de sauvage. Et là j'ai pris d'exemples forts pour que ce soit parlant, mais je veux dire, la sauvagerie elle s'exprime même dans l'humanisme, le féminisme, c'est de la sauvagerie. La laïcité est une sauvagerie sans nom. Donc voilà. Je conclurai cet audio comme à mon habitude en vous disant retour à la tradition. Et justement, c'est le retour à la tradition qui nous permettra d'éviter de tomber dans ces pièges, d'arrogance envers les autres peuples, de condescendance envers les autres peuples, de tourner le dos à ce système, à cette société moderne et infernale et mortifère, à se concentrer sur l'essentiel, à se concentrer sur l'éternel, sur l'universel, et cela nous évitera de nous perdre dans l'agitation, la dispersion. Cela nous évitera aussi d'éviter de gaspiller de l'énergie pour des futilités, pour les contingences. Cela nous évitera aussi de nous fourvoyer dans la multiplicité. Donc voilà, retour à la tradition. Bon, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne, à partager mon audio si vous avez trouvé ça pertinent, en espérant que je n'ai pas été trop confus. Sur ce, prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.